Bien, je pense que nous allons commencer si l'Eurovision est prête. Bien, nous allons donc commencer ce conseil municipal qui est le dernier de l'année. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, merci pour votre présence. Conformément aux directives sanitaires préfectorales, donc il peut se dérouler en présentiel avec la distanciation sociale et le port du masque. Il est à huis clos comme recommandé et indiqué par les services de l'État. Par contre, il est diffusé en ce moment sur la chaîne YouTube de la mairie de Lagorre. Donc je salue tous ceux qui nous suivent. Donc dernier conseil municipal de l'année et nous devons en préalable vérifier le quorum. Il est atteint et les pouvoirs, j'ai un seul pouvoir, c'est celui de Madame Brigitte Lacarrière qui donne son pouvoir à Madame Samantha Cherlet. Est-ce qu'il y a d'autres pouvoirs? Non, je n'en vois pas. Vous êtes tous là, c'est formidable, presque tous. Nous devons ensuite désigner une secrétaire de séance et je propose à Lucie Robier, si elle veut bien, de l'être. Merci beaucoup, Lucie, par avance. Nous devons approuver les procès-verbaux des conseils municipaux du 30 septembre et du 21 octobre. Je suis sûr que vous les avez tous parcourus attentivement, à la lettre. Et je voudrais savoir si vous avez des observations à faire. Alors, pas sur le premier, M. Turcot, donc peut-être sur le second, alors. Ni sur le second. Donc, je vous propose d'adopter les deux procès-verbaux du 30 septembre et 21 octobre en même temps. Il n'y a pas d'opposition particulière, donc on considère qu'ils sont adoptés. Un petit point sur la situation Covid, mais je voudrais d'abord vous dire que je viens de passer devant le square des Échassiers et que j'ai trouvé que l'effet de lumière est absolument magnifique. Donc je voulais féliciter tous les élus qui se sont attelés à cette tâche, tous les services techniques qui ont participé. Et ça annonce peut-être un week-end de fête de Noël certainement très, très joyeux et très agréable. Et je passe tout de suite la parole à Madame Bicard qui a coordonné cette action pour nous dire un petit peu ce qui va se passer vendredi et samedi prochain. Bonsoir, merci Monsieur le maire. Alors vendredi à partir de 8h30, vendredi 11, nous allons recevoir le Père Noël avec des spectacles de rue. Je ne vous en dirai pas plus. Il y a une déambulation sur l'ensemble des quartiers. De 8h30 à peu près à 17h30 de cette journée de vendredi, les maisons de retraite comme les écoles auront la visite du Père Noël. Le samedi, nous démarrons également vers 8h30, 9h pour également aller dans les quartiers, dans les maisons de quartier. Nous allons également voir sur ce parcours quelques associations sportives. Nous allons aller à la rencontre des enfants au niveau des parcs, comme le parc Charrier, City Park. Et nous allons revenir vers des maisons décorées, puisque les habitants ont participé à la décoration des rues ou de leurs maisons. Donc, c'est 2 jours en spectacle de rue avec des artistes et bien sûr accompagnés du Père Noël et de tous les lutins qui se trouvent sur Lagorre. Voilà. Très bien, merci beaucoup. De rien. Jo. Donc, j'ai cru qu'il fallait qu'on soit habillé en jaune, en rouge et en vert, c'est ça? Alors, pas de jaune, monsieur le maire. Rouge, les couleurs de Noël, rouge, blanc ou vert, ou les trois. Très bien. Voilà, une touche de couleur. Vous avez le droit de venir à vélo, avec des vélos décorés aussi, bien évidemment. Vous pouvez nous suivre. Bon, merci beaucoup. Nous y serons. Et puis, j'espère que beaucoup de Lagordais viendront célébrer ce Noël dans ce contexte Covid qui ne doit pas nous faire oublier la fête.
Un petit point sur la situation sanitaire. Donc effectivement, nous sommes dans une situation qui est très rassurante. J'ai assisté aujourd'hui, à l'heure du déjeuner, au PC Crise à l'hôpital PC Crise Covid. Donc si les chiffres généraux sont tout à fait rassurants, puisque nous sommes à un taux, je crois, de 39 cas pour 100 000 habitants, ce qui est en dessous des seuils d'alerte, et un taux de tests positifs qui est très faible. Donc nous sommes effectivement provisoirement sortis d'affaires. Je dis provisoirement puisque la situation à l'hôpital reste malgré tout très tendue. J'ai eu l'occasion de visiter 3 services aujourd'hui et l'hôpital n'a pas du tout repris son rythme normal. Le personnel est extrêmement sollicité, beaucoup de rappels sur des repos. Donc la situation hospitalière ne reflète pas parfaitement la situation dans la vie de tous les jours, et que par ailleurs, il y a quand même une situation nationale qui reste relativement préoccupante. Donc je conseille à tous nos concitoyens, et je nous conseille à tous, de garder nos précautions dans la période qui s'annonce. Sur le plan du Covid, il y avait donc un arrêté préfectoral qui imposait le port du masque obligatoire jusqu'au 15 décembre. Puisque c'est la fin de la phase 1 de la période de confinement, donc déconfinement partiel, nous avons reçu une lettre du préfet qui se propose de refaire un arrêté du 15 décembre au 20 janvier sur le port du masque obligatoire, sachant que de toute façon, il gardera comme obligatoire la proximité des zones commerciales, la proximité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur, le marché, les lieux de culte, et je crois que j'oublie rien. Ce qui fait que l'arrêté préfectoral qu'on avait déjà en cours est à peu près superposable à ce que le préfet compte continuer à obliger. Donc, nous avons fait signe à la préfecture que l'arrêté pouvait être reconduit sous la même forme jusqu'au 20 janvier. Voilà. Donc les zones commerciales, le marché, les établissements scolaires, primaires et secondaires, et puis les lieux de culte, et le cimetière aussi, j'ai oublié, le port du masque obligatoire au cimetière. Voilà. J'ai tenu à ce que ce soir, on puisse présenter au conseil municipal un certain résumé des mesures qui avaient été prises pendant le deuxième épisode du confinement. Donc, je crois que Bruno Martin va présenter ce qui s'est fait au point de vue purement administratif au niveau de la mairie et des services. Je passerai ensuite la parole à Jean-Christophe Moreau pour nous présenter l'action au niveau de la médiathèque et du pôle culturel, à Jérôme Pubert et André Turcot pour l'action économique pour les commerces de proximité. Et puis Bruno reprendra la main pour l'action du CCAS, puisque Brigitte Lacarrière ne peut pas être là ce soir. Voilà. Si vous souhaitez intervenir, je pense à Gérard pour les écoles ou Isabelle pour la crèche, vous aurez la parole si vous le souhaitez. Donc Bruno. Ok, merci Monsieur le maire. Donc sur cette période-là, et cette période-là qui risque de se prolonger un peu malgré tout, le choix qui a été fait, et c'était lié aux dispositions nationales, c'est de conserver l'ouverture des services publics et de l'accueil, ce qu'on a maintenu en présentiel, ce qu'on n'avait pas fait lors du premier confinement. Hein. Donc sur ce deuxième confinement, accueil en présentiel avec une attente en extérieur. Hein. C'est avec pour chaque lagordé qui souhaitait avoir un contact avec un agent municipal, de sonner, d'attendre et d'attendre son tour. Hein. C'était un peu ce qui était préconisé. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a maintenu, ce qui a plutôt bien fonctionné. La même chose au niveau de l'urbanisme, même fonctionnement, je veux dire, possibilité de rencontrer effectivement les agents, mais en attendant en extérieur. Au niveau du CCS, je reviendrai tout à l'heure dessus dans la dernière partie de mon intervention. Concernant la police municipale, même fonctionnement en présentiel que sur le confinement, ce qu'on a appelé numéro 1 pour dissocier du confinement numéro 2.
parce que c'est quelque chose qui a bien fonctionné. Et puis, il y a aussi besoin que les services et que les agents municipaux les agents de la police municipale soient présents sur le territoire, soient visibles et puissent aussi rassurer les Lagordais. Concernant les écoles, je vais peut-être passer le relais éventuellement je peux dire un peu ce qui s'est passé, mais en 3 mots, peut-être. Ouais, vas-y. Donc, au niveau donc, de cette pandémie et des précautions qui ont été prises, oui, merci Christophe. On applique donc strictement du moins donc, tous les protocoles sanitaires qui sont parus. Je vous rappelle qu'il y en a eu quand même pas mal qui sont sortis depuis le mois de juin, notamment le dernier qui date de novembre 2020 et qui donc demande un certain nombre de prescriptions qui sont relativement détaillées. Donc, dans l'école maternelle et l'école élémentaire, ces prescriptions ont été respectées. Et notamment, donc vous ne le verrez pas, mais je vous ai amené, donc vous ne le voyez pas, mais je vais quand même vous le lister, tous les plans de nettoyage qui sont faits donc, au niveau des différentes parties de l'école, qui sont très intéressantes et qui sont très détaillées. C'est-à-dire que chaque agent a donc en prescription ce genre de choses. Et avec tout ce qui est dit, notamment avec l'aide de l'eau ozonée, donc, qui est le désinfectant qui est utilisé depuis maintenant le mois de juin à peu près. M. Brio me dira le contraire ou pas. Donc c'est quelque chose qui est fait avec l'aide des ADSEM, des agents de la mairie, et quelque chose qui est parfaitement fait pour avoir assisté effectivement à une certaine série de nettoyage. Donc chaque partie de l'école, école maternelle et école élémentaire, a cette application. Un point quand même qui est intéressant à citer, c'est au niveau de la restauration. Je cite ce que j'ai écrit. Des choses sont mises en place sur le temps de restauration scolaire, séparation des classes en maternelle et passage par classe élémentaire conformément au protocole sanitaire. Je vous rappelle que le protocole sanitaire de novembre 2020 demandait d'éviter dans la mesure du possible le brassage des élèves et que chaque groupe d'élèves devait rester ensemble mais éviter de mélanger effectivement les élèves. Un petit écueil quand même que je cite, c'est qu'au niveau du transport scolaire, on a quand même quelques difficultés à respecter le brassage. Il faut le savoir, je le dis, puisque c'est quelque chose qu'on a des difficultés. Par contre, dans tout le reste de l'école et dans tout le respect des protocoles qui sont prescrits par le ministère, ça a été effectué, et notamment au niveau de la restauration scolaire. Merci beaucoup, Gérard. Ouais, je peux juste préciser que concernant le guichet unique, on a pris la décision de le fermer, mais qu'il y avait quand même un contact téléphonique et une possibilité de réserver effectivement soit le périscolaire, soit la restauration. Donc il n'y avait pas de difficulté. Le service a quand même malgré tout été maintenu. Et la décision qu'on a prise, c'est de fermer la maison des jeunes. L'espace maison des jeunes est trop petit pour accueillir correctement l'ensemble du public dans des conditions sanitaires top. Antoine? Peut-être Isabelle pour la crèche. Oui, alors comme pour les écoles finalement, donc il y a également un plan de nettoyage qui a été mis en place pour répondre bien sûr aux mesures sanitaires. La crèche a pu fonctionner normalement. Bien sûr, s'agissant de très jeunes enfants, donc le port du masque n'est pas obligatoire pour eux. Nous avons la chance d'avoir une crèche quand même suffisamment, avec une superficie suffisamment importante pour justement éviter, même si ça n'est pas toujours possible avec des tout petits, mais pour pouvoir avoir suffisamment d'espace et donc éviter justement que le virus se propage. Après, en revanche, alors en ce qui concerne le réseau assistance maternelle, donc le RAM et le lieu d'accueil enfants-parents, donc ces deux services ont été fermés puisqu'ils supposent de recevoir des adultes et le lieu d'accueil était trop petit pour recevoir donc un certain nombre d'assistantes maternelles ou des parents. Néanmoins, il y a un service que je pourrais qualifier minimum qui a été maintenu puisqu'il y avait toujours la possibilité de téléphoner pour obtenir des renseignements auprès de la crèche. Je souhaitais juste rajouter que les services techniques ont travaillé dans des conditions pratiquement normales, hormis le fait de respecter les conditions sanitaires. Mais sur le premier confinement, effectivement, un certain nombre de secteurs avaient été arrêtés purement et simplement. Là, on a été dans une période où les services ont pu travailler correctement. Globalement, l'ensemble des réunions qui devaient se passer sur cette période-là se sont passées et se sont déroulées. Elles se sont déroulées essentiellement en visioconférence. C'était le moyen le plus sûr de pouvoir se rencontrer, échanger et continuer à travailler globalement ensemble et que les services puissent travailler.
Et puis, dernier petit point me concernant, c'est que les entreprises ont pu travailler, les entreprises qui sont intervenues pour la commune ont pu intervenir normalement cette fois-ci, donc les choses ont pu se faire sans perdre de temps. Voilà. Voilà, et donc profiter, comme le disait Bruno, que cette réunion des élus est la première en présentiel qui se déroule depuis pas mal de temps. Voilà, donc si Bruno a terminé, tu veux peut-être évoquer le CCAS dès maintenant, peut-être? Oui, d'accord. Donc c'est une fiche qui m'a été préparée par Brigitte Lacarrière, donc je souhaitais lui rendre un petit peu hommage parce que c'est elle qui a travaillé sur ce document-là. Donc le plan d'urgence qui avait été élaboré pour le premier confinement a été réactivé. Donc plan d'urgence, c'est-à-dire possibilité de prendre contact avec des lagordés isolés, c'est-à-dire de pouvoir les appeler régulièrement et autres. Le constat qu'elle fait, c'est que les gens étaient moins effrayés que sur le premier confinement, plus serein, une forme d'habitude, on dira, et c'est vrai que l'image renvoyée par ce deuxième confinement est un confinement plus light, on le qualifie un peu comme ça, mais néanmoins, il faut quand même qu'il soit assuré, et les personnes âgées l'ont respecté. Donc, le constat aussi qu'on a fait, c'est qu'il y a quand même pas mal de personnes de l'Agordé qui lèvent la main pour dire je veux bien être bénévole, je veux bien participer à un certain nombre de choses, et notamment au travers d'une nouvelle action qui a été menée en lien avec le centre social, le centre culturel, l'action qui s'appelle La Ligne, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes, la responsable du CCAS et l'animateur adulte famille du CSC, qui sont en capacité à répondre au Lagordé qui serait effectivement en situation un petit peu d'inquiétude, de questionnement. Globalement, le CCAS est resté ouvert, il a accueilli les usagers à partir effectivement des dispositions sanitaires réglementaires, et l'aide alimentaire a pu continuer, elle a même augmenté, on a même senti une augmentation en termes de chiffres. La différence n'était pas une forme d'épicerie où les gens pouvaient choisir, mais des paquets ou des cabas étaient préparés pour que les bénéficiaires puissent en bénéficier. Voilà. Merci beaucoup Bruno. Donc je vais passer la parole à Jean-Christophe Moreau pour la médiathèque. Oui, juste un petit point sur la médiathèque. Donc, suite à l'expérience du premier confinement où les Lagordais avaient exprimé une certaine frustration de ne pas avoir accès aux documents et à la lecture. Donc la sortie du premier confinement avait permis déjà de se doter de méthodes et de techniques pour nettoyer les ouvrages et pour les distribuer. Donc là, dès que le deuxième confinement a été abordé, dans le souci de maintenir le service public et d'apporter un service satisfaisant aux Lagordais, on a mis en place un bibliodrive. Donc l'équipe a travaillé sur un dispositif qui permettait aux personnes de commander par téléphone, de récupérer les documents et de venir ensuite les rapporter. On s'est aperçu avec la mise en place du bibliodrive qu'il y avait un certain nombre d'habitués de la médiathèque qui ne venaient plus, probablement par crainte du virus, mais qui pour autant souhaitaient avoir un accès à des livres. Et là, l'équipe de la médiathèque est en train de travailler, alors au-delà du confinement, à un travail de portage, à une possibilité de portage qui pourra s'effectuer une fois qu'on en aura défini les contours, les limites et un règlement. Voilà. Merci beaucoup Jean-Christophe. Passer la parole maintenant à toute une équipe qui a travaillé auprès du commerce de proximité, donc Jérôme Pubert, André Turcot et puis Anne-Laure Griveaux, qui ont mis en place un système pour venir en aide au commerce de proximité Lagordé. Je vous laisse tous les trois vous débrouiller pour présenter un petit peu ce sujet. J'attaque et puis mes collègues et néanmoins amis compléteront. Il y a des relations continues avec le monde de l'entreprise ou via les clubs d'entreprise ou les associations de commerçants. Donc ces relations sont habituelles avec la mairie. Par contre, là, il est évident que la crise a généré une période particulière et la nécessité de développer des actions un peu spécifiques. Ça a été fait dès la première phase, notamment à l'initiative d'Anne-Laure, ma voisine de gauche, avec un marché distancié. Je n'ai pas fait de politique, j'ai juste localisé, et qui a fait un marché distancié qui a été assez apprécié,
le DREV à ce moment-là. Le second confinement a supposé de remettre des actions un peu particulières qu'on peut résumer un peu comme ça, c'est-à-dire, d'une part, il y a un certain nombre d'aides aux entreprises qui ont été mises en place par l'État, par la région, par l'agglo, et donc il s'agissait de faire connaître ces aides aux entreprises. Et puis, il est apparu aussi intéressant de leur donner de la visibilité lorsqu'ils avaient une initiative qui relevait du local, en quelque sorte, ce qu'on appelait les alternatives locales, de pouvoir présenter ça en mettant à disposition des entreprises tous les moyens de communication de la mairie. Un point de cristallisation de tout ça, ça a été l'organisation d'une visioconférence auquel Jérôme a participé, Lucie aussi, Anne-Laure a managé un peu tout ça, et à destination donc de l'ensemble il y a 160 entreprises qui peuvent être concernées sur l'Agor, pour leur faire connaître la façon dont la mairie pouvait les aider, avec notamment la page Facebook de la mairie et puis l'ensemble des moyens de communication. Un petit point sur le plan économique, je parlais des aides aux entreprises. L'Agor a modestement apporté sa pierre à l'édifice en dégrévant les entreprises pour l'année 2020 uniquement à ce stade de la taxe locale sur la publicité extérieure qui représentait une somme de 80 000 €. Alors c'est à la fois pas beaucoup, mais ça a été assez apprécié par les entreprises et les commerçants qui ont apprécié le geste dans une période difficile. Voilà, si les uns ou les autres veulent compléter ce que je viens de dire. C'est parfait, bon, je m'en doutais un petit peu, mais pas sûr. Jérôme, c'est parfait? Bon, très bien. Merci beaucoup pour cette situation sanitaire. Et voilà, merci pour tous les efforts qui ont été faits par les élus, parce que je tiens à dire que la mairie, bien sûr, a continué à fonctionner dans son service public, mais la mairie a continué à fonctionner au niveau des élus pour la poursuite des projets communaux. Et si certains se sont exprimés ce soir, c'est l'ensemble des élus qui travaillent en permanence, collectivement, sur tous les sujets. On a pour habitude de faire un petit point sur la communauté d'agglomération. Il y a un sujet très important en ce moment à la communauté d'agglomération, qui est le sujet de l'eau potable. Et je vais passer la parole à Catherine Chipoff, puisque Catherine est avec Patrick Giat, conseiller communautaire, et ils ont donc assisté et participé à tout ça. Et Catherine va nous faire un retour sur ce débat sur l'eau potable. Oui, merci Monsieur le maire. Donc en fait, vous en avez entendu parler bien évidemment de cette gestion de l'eau, puisqu'il y a eu beaucoup d'articles dans les journaux, beaucoup d'interviews. On a été nous-mêmes avec des gens devant la porte l'autre jour quand on a fait le conseil municipal pour nous expliquer la position des usagers au niveau de l'eau. Et donc le conseil communautaire, dans une réunion extraordinaire du 3 décembre, a statué sur le fait de rester dans la régie qui s'appelle Eau-17 et qui prend tout le département, ou de sortir d'Eau-17. Alors pourquoi est-ce qu'on avait la possibilité de sortir d'Eau-17? Parce que la loi NOTRe, qui est une loi de mémoire d'août 2015, qui parle beaucoup des compétences des communautés d'agglomération, a donné la compétence de l'eau aux communautés d'agglomération. Alors, la compétence de l'eau, malheureusement pour nous, il fallait qu'on décide avant le 31 décembre de cette année si on restait dans Eau-17 ou si on sortait d'Eau-17. À l'heure actuelle, sur la CDA, il y a 3 intervenants en fait. Il y a Eau-17 bien évidemment, mais au nord, vous savez que vous recevez des factures de la SOR. Au sud, c'est REZ, et il y a 2 entités, La Rochelle, qui est elle-même compétente pour l'eau parce que les gens de la régie de La Rochelle, qui étaient personnels de La Rochelle, sont passés personnels de la CDA pour gérer l'eau de La Rochelle, et Châtelaillon, qui avait fait une délégation de service public avec la SOR. Alors, pourquoi il était important de sortir? Bien parce qu'en fait, il y avait un problème tarifaire. Toutes les entités ne payaient pas le même tarif.
Et la CDA souhaitait que tous les habitants de la CDA soient traités de la même manière et payent le même tarif. Alors chez nous, on sait que l'abonnement est relativement cher avec la SOR. On a fait des discussions avec Au17 pour essayer d'avoir une proposition tarifaire plus importante. Et en fait, on s'est aperçu que la proposition tarifaire n'était pas intéressante et que, bien évidemment, La Rochelle, qui paye assez peu puisqu'elle gère elle-même l'eau, allait avoir une très forte augmentation et que nous allions avoir une baisse assez mineure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des discussions. Il faut rappeler aussi qu'on s'est installé très tard, nous en juillet, la CDA, Au17 en septembre, et que donc, il fallait négocier tout ça et discuter tout ça. Alors l'eau, c'est pas seulement j'ouvre mon robinet et j'ai de l'eau. L'eau, il y a plein d'opérations. Il y a le captage d'abord dans les nappes phréatiques et nous dans la Charente. Il y a le traitement de l'eau et la distribution de l'eau. Et il y a également le recyclage de l'eau une fois que les eaux sont usées. Donc de cette manière-là, si on prend la compétence totale de l'eau, on aura la compétence sur le captage, la distribution et le traitement de l'eau. On traite déjà l'eau, hein. C'est une compétence qu'on a déjà, on traite déjà l'eau. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? À la CDA, en plus, vous l'avez vu puisqu'on vous l'a expliqué l'autre jour, deux dossiers très importants. D'abord, La Rochelle territoire zéro carbone, où l'eau a une importance énorme puisque l'eau, c'est une richesse, mais c'est une ressource qu'il ne faut pas dépenser à mauvais escient. Et le pacte alimentaire de territoire qui, lui aussi, va avoir besoin de l'eau et va, dans ce cadre-là, nécessiter qu'on soit économe en eau et qu'on la gère bien et qu'on la recycle bien. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a décidé? On a décidé, parce qu'il fallait le faire avant le 31 décembre, de sortir d'Au17, de prendre la compétence de l'eau sur la totalité de la CDA, pour la totalité des 28 communes de la CDA. On a décidé aussi de continuer la collaboration avec Au17, puisque la CDA a voté le fait que pour le réseau, pour les canalisations, pour les travaux, etc., il y aurait une contribution de la CDA annuelle de 1 500 000 €. Maintenant, qui a la possibilité de dire si on est dans le bon droit pour partir d'Au17 ou pas? Il va y avoir une commission qui va se réunir, la CDCI, qui va donner un avis en direction du préfet. Et c'est le préfet qui, in fine, dira si on est autorisé, et il doit le faire avant le 31 décembre, à sortir d'Au17 ou pas. Si on y est autorisé, ce n'est qu'un début, c'est-à-dire que on va pas du jour au lendemain avoir des nouvelles factures, des nouveaux tarifs, une nouvelle collaboration. Il va falloir après travailler sur la distribution de l'eau, sur la manière dont on établit les tarifs pour que tout le monde ait le même tarif. Alors c'est vrai qu'on a salué pendant cette réunion de la CDA la volonté du maire de La Rochelle, et qui est donc président de l'agglomération, puisque à La Rochelle, on le sait, ils payent très peu cher la cotisation, et que leur cotisation, pour quand même les plus de 70 000 habitants de La Rochelle, va augmenter par solidarité avec les membres les habitants des autres communes. Donc, on attend maintenant la réunion de la CDCI, on attend la décision du préfet, mais cette décision a été prise à la CDA à la majorité moins 2 abstentions. Donc, on voit qu'il y avait une forte volonté. On a eu beaucoup de félicitations des autres groupes qui siègent à la CDA sur la manière dont le travail a été mené par le maire de Dompierre, avec le bureau communautaire, sur cette opération qui a été faite, vous le voyez, dans un délai extrêmement court, puisque de septembre à maintenant, il a fallu négocier, et de manière extrêmement efficace et valorisante pour la totalité des habitants de la CDA. Voilà, je pense, monsieur le maire, que vous voudrez rajouter quelque chose. Ah non, c'est parfait, Catherine, c'était très bien résumé. Donc, la commission départementale de coopération intercommunale, qui est composée d'élus départementaux, je dirais à majorité rurale, siège lundi prochain, et ensuite le préfet a avant le 20 janvier, je crois, pour donner son avis. Voilà. Mais je pense que Catherine a tout dit et l'enjeu est important.
Après, si jamais la réponse était favorable, il y a aussi un délai de mise en œuvre qui sera demandé. Mais je crois que tu as parfaitement résumé les enjeux et la discussion. Voilà pour la CDA, et nous allons donc rentrer dans l'ordre du jour habituel. La première, alors je vais pas sortir de l'eau d'ailleurs, puisque je me dois de vous présenter chaque fois qu'il y a une compétence communautaire, elle fait l'objet d'un rapport annuel sur le service, et en l'occurrence là c'est le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement d'eau usée. Je ne vais pas vous résumer les 30 ou 40 pages qu'il y a, pour vous dire que le document est disponible à la mairie, pour les élus comme pour les citoyens. Donc les citoyens lagordais, s'ils veulent venir consulter ce document, peuvent se présenter à l'accueil. La seule chose que je peux vous dire en tant que vice-président aux finances de l'agglo, c'est que le budget d'assainissement est extrêmement sain. Voilà. On va se faire un petit peu plaisir ce soir parce que c'est pas tous les jours qu'on reçoit des courriers de félicitations, et je voudrais remercier Monsieur Robert, un habitant de Lagor, qui nous avait incité à faire un don pour les sinistrés suite aux inondations du Sud-Est. Et effectivement, c'est ce que nous avons décidé, je crois, au dernier conseil municipal, un don de 1 000 €, me semble-t-il, avec l'association des maires de France. Donc, ce monsieur a suivi notre conseil et il voulait nous remercier, ainsi que les membres du conseil, pour ce geste généreux et humanitaire. Voilà, ça fait toujours plaisir. Je souhaitais vous transmettre ces félicitations. Sur les décisions de marché public et les engagements supérieurs à 4 000 €, il y a c'est réglementaire, donc ce sont les décisions qui ont été prises par le maire, donc elles concernent, et là c'est consultable aussi dans les comptes rendus du conseil municipal, la modification des feux tricolores rue des Cerisiers, la mise en place d'éclairage provisoire rue des Cerisiers, l'aménagement de l'aire de jeu des Cerisiers, la pose et dépose des illuminations de Noël, celles qui sont très belles en ce moment, la fourniture et la pose de placards pour le relais des solidarités, des travaux d'effacement de bornes télécom rue des Cerisiers et des Cigognes, des travaux d'entretien des aires de jeu, des travaux d'élagage et la fourniture et pose de rideaux métalliques relais des solidarités. Tout cela est parfaitement public, transparent et sera publié dans le compte-rendu du conseil municipal. C'est pas tout ça, mais il faut peut-être aider les commerces, et donc nous avons une délibération sur l'ouverture des commerces le dimanche pour l'année 2021. Monsieur Turcot. Oui, donc ça fait quelques années que un certain monsieur Macron, qui depuis a eu des fonctions encore plus importantes, mais à l'époque où il était simple ministre des Finances, il a proposé de libéraliser les commerces, avec l'idée de relancer l'activité. Donc, de face à cette affaire, d'un côté, ouvrir les commerces le dimanche pour générer de l'activité, de l'autre, quid du respect du repos dominical pour les salariés. Donc, un compromis que je trouve un peu trop élevé, moi, mais ce n'est qu'un point de vue personnel. C'est les communes qui décident, et les autorise à aller jusqu'à 11 dimanches possibles. Au niveau de l'agglomération de La Rochelle, après discussion, il a été décidé par l'ensemble des communes les plus concernées de se limiter dans un premier temps à 5 dimanches. Ça, c'était il y a 3 ans. On les a augmentés. Sur les 2 dernières années, on a autorisé 6 dimanches possibles. Et là, maintenant, on vient de rajouter le Black Friday, donc le 28 novembre, qui s'ajoute aux 2 dimanches qui précèdent les soldes et aux 4 dimanches de décembre. Ça, pour 2021. Autrement dit, en 2021, vous pourrez aller faire vos courses dans les magasins de Lagor lors de ces dimanches-là. Hors de ces dimanches, il n'est pas question d'ouvrir, sauf si le préfet en rajoutait un petit peu, mais ça serait étonnant pour l'instant, il n'est pas question d'ouvrir
les commerces le dimanche, puisque c'est interdit. Une petite précision, le monde de l'automobile vit sa vie à part. Il a des dimanches spécifiques où les concessions sont ouvertes. Et ça, c'est négocié au niveau national, même si la commune est censée donner son blanc-seing et valider cette démarche qu'on fera le moment venu. Voilà pour ce sujet, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur Turcot. Pour être tout à fait complet sur la loi Macron, elle précise cependant que la rémunération doit être au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps normal. Par ailleurs, ce n'est pas une initiative de l'Agor isolée. Bien sûr, on se calque avec les grandes zones commerciales, donc que ce soit Angoulins, que ce soit Beaulieu à Puylleborough, le Fief Rose, et puis donc le centre-ville de La Rochelle, pas la zone portuaire de La Rochelle, qui elle est une zone touristique et peut ouvrir en permanence le dimanche. Voilà. Donc ça concerne les grandes surfaces commerciales et évidemment le centre commercial des Oiseaux de Mer qui ouvre tous les dimanches continuera à vivre sa vie. Normalement, il n'est pas dans les mêmes, pas dans les mêmes règles. Voilà. Je vous propose, s'il n'y a pas de questions ou d'interventions particulières sur ce sujet, non, pas particulièrement, donc je vous propose de voter. Qui vote contre, qui s'abstient, donc tout le monde est pour. Monsieur Turcot, ne partez pas. Nous avons les tarifs municipaux. Excusez-moi, j'ai une question, monsieur le maire. Oui, bien sûr. Oui. Est-ce qu'on les autorise en décembre 2020 à ouvrir? Est-ce qu'il y a un décret pour... En fait, c'est autorisé chaque fois pour l'année suivante. C'est-à-dire qu'on autorise maintenant pour 2021. On avait pris une décision, une délibération l'année dernière pour l'autoriser les 4 dimanches de 2020. Au dernier moment, vu la conjoncture particulière et puis le débat sur l'ouverture des commerces, la CDA, de façon un peu ambiguë, parce que pour moi, il n'avait pas complètement compétence sur le sujet, et surtout le préfet a pris au dernier moment, le 27 pour le 28, pour autoriser les commerces à ouvrir pour anticiper le Black Friday, bien qu'il soit repoussé. Et du coup, pour l'an prochain, on rajoute, comme ça, il n'y a plus de soucis, on rajoute le 28 novembre 2021 à tous les dimanches qui étaient déjà prévus. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je reprends le vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, tout le monde est pour. Donc, tarifs municipaux 2021. Alors, les tarifs, ça concerne tous les tarifs enfin, la quasi-totalité des tarifs de la commune, pas les tarifs de la restauration scolaire, mais tous les tarifs... Excuse-moi André, on a des auditeurs ou des spectateurs qui nous signalent que le son est de mauvaise qualité, donc parlez tous très fort près du micro, sinon ils ne vont pas nous entendre. Très bien, monsieur le maire. Chers auditeurs, est-ce que vous m'entendez maintenant? Donc, je souhaitais aborder la question des tarifs municipaux. Les tarifs municipaux vont des tarifs du cimetière aux tarifs de location de la salle polyvalente, en passant par le tarif des food trucks, le tarif d'occupation de l'espace public. Chaque année, on revalorise très modestement ces tarifs, en nous appuyant en général sur la hausse des prix. Ce que nous avons fait cette année encore. L'inflation étant inférieure à 1%, entre 0,5, 0,6, 0,7, ça dépend quelquefois quel indice on prend, il est proposé d'arrondir à 1%, parce que sinon c'est une augmentation, comme c'est souvent des montants qui sont très faibles, il vous est proposé d'autoriser une augmentation de 1% sur l'ensemble des tarifs municipaux. Quelques exemples si vous voulez. Bon, le marché hebdomadaire, le maître du marché hebdomadaire passe, alors il est faible à l'Agor, de 1,03 € à 1,04 €. Je ne pense pas que ceci mette les commerçants en difficulté. Par contre, il y a des tarifs un petit peu plus significatifs. La location de la salle des fêtes, pour les Lagordais, on passe de 96 à 97 €. On aurait pu arrondir à 100, mais du coup, ça aurait fait une augmentation trop importante qui aurait pu choquer. Pour les extérieurs, les non-Lagordais, eh bien, ils louaient à 148, et là, on arrive à arrondir, puisqu'on arrive au montant de 150 €, etc., etc. La salle polyvalente, évidemment,
c'est des montants beaucoup plus importants qui dépassent les 1 000 € pour les habitants extérieurs à la Gore ou les associations extérieures à la Gore. Voilà. Et ainsi que je l'indiquais récemment, les photocopies, ce n'est pas nous qui décidons, mais là, le tarif va rester, je me tourne vers Isabelle, que je sais que c'était une question qui la préoccupait beaucoup, et le tarif va rester à 18 € la photocopie, 18 € les 100 photocopies, et en format A4, parce qu'en format A3, c'est 36 € les 100 photocopies. Voilà pour les tarifs, donc il faut qu'on vote cette augmentation de 1%, si vous en êtes d'accord. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention particulières? Non. Je vous propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Donc, comme je le disais, j'ai des retours de spectateurs là qui se plaignent de la très mauvaise qualité du son. Donc, on essaye en coulisses d'améliorer sérieusement les choses. Veuillez nous excuser si c'est mauvais. On va essayer de s'améliorer parce que, effectivement, si le son n'est pas bon, c'est pas terrible. On va essayer d'améliorer ça ce soir et pour les prochaines séances. Voilà. Et toujours Monsieur Turcot, budget principal, décision modificative. Oui. Donc je rappelle qu'on a voté un budget supplémentaire il n'y a pas très très longtemps, mais depuis des événements sont produits avec des dépenses que l'on n'a pas faites pour telle ou telle raison et d'autres qui sont apparues nécessaires de faire rapidement. Ça a un impact budgétaire. Ce n'était pas au budget supplémentaire, donc il faut modifier ce budget supplémentaire par ce qu'on appelle une DM pour les intimes, sinon décision modificative. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette décision modificative? Déjà des dépenses de fonctionnement. Le fonctionnement, c'est des dépenses plus courantes. Il y a un audit sur le pôle cadre de vie qui est prévu, comme ça a eu lieu dans d'autres pôles dans le passé, donc pour compléter, améliorer, voir ce qu'on peut faire de mieux. Cet audit, eh bien, il coûte 4 500 € de plus que les 7 000 qui étaient inscrits, donc il faut rajouter 4 500 €. Le CCAS, à contrario, je profite de ce que Madame Lacarrière n'est pas là pour diminuer la subvention du CCAS de 55 000 €. Non, ça, plus sérieusement, plus sérieusement, le CCAS s'est fait un accord avec Madame Lacarrière, évidemment, ce n'était qu'une modeste plaisanterie, ça m'arrive quelquefois. Le CCAS, pour différentes raisons, a des fonds qui sont pour l'instant plus importants, qui lui permettent de faire face aux dépenses immédiates. Donc il n'a pas besoin de la totalité de la subvention de la mairie, qui sera évidemment reconduite l'an prochain, mais cette année, on peut économiser, on peut ne pas verser 55 000 € au CCAS, et donc cette ligne-là va être diminuée de 55 000 €. A contrario, mais c'est un hasard, on a dépensé la même somme pour les achats de masques. Je ne sais pas pourquoi on a acheté des masques à un certain moment, à hauteur, là aussi, de 55 000 €. Donc ça, c'est une dépense en plus, dépense de fonctionnement en plus. Je dis ça pour ceux qui nous écoutent, c'est l'article 60-632. Qui plus est, après on va passer à l'investissement, mais on va se rendre compte pour l'investissement qu'il nous manque 8 300 € pour faire face aux nouvelles dépenses. Donc, vous savez que c'est le fonctionnement qui génère les possibilités d'investissement. C'est l'excédent de fonctionnement qui permet l'investissement. Donc, ces 8 300 €, on va les prendre sur le fonctionnement, sur la ligne dépenses imprévues, sur lesquelles on a des disponibilités, on va les virer à la section d'investissement. Pourquoi faire sur l'investissement? Différentes opérations. La maîtrise d'œuvre, école maternelle. On avait largement sous-estimé l'affaire puisqu'on avait mis que 10 000 €. Puis là, le projet est un peu plus ambitieux que ce qui était prévu au départ. Donc, il convient de rajouter 40 000 € pour arriver aux 50 000 dont on a besoin. Il a fallu changer une trancheuse à pain en restaurant scolaire. Ça paraît modeste, mais c'est quand même 3 000 €. Donc, ça rentre dans l'investissement. C'est pas du fonctionnement. Le relais des solidarités, le maire l'évoquait dans les décisions tout à l'heure pour des aménagements de placards, des
des rideaux métalliques, on rajoute 3 100 €. Quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, mais qui est arrivé dans le cadre d'un groupement de commandes avec la CDA sur les abribus scolaires. La commune participe au financement à hauteur d'un peu plus de 7 000 €, 7 600 par abribus. Donc, il faut budgéter 15 200 € pour les 2 abribus. On fait un achat de terrain, je me tourne vers Xavier, un achat de terrain rue de l'Ermitage à hauteur de 12 000 €. Ça, c'est tout ce qu'on fait en plus, qui n'était pas prévu. Par contre, il y a des opérations qui étaient inscrites au budget et qu'on ne fait pas, pour des raisons de plan de charge, d'autres raisons. Ça ne veut pas dire qu'on y renonce, je vous rassure, parce que je rassure notamment ceux qui sont vigilants là-dessus. C'est des opérations importantes pour la commune. Une qui est intitulée Mobilier urbain, derrière, il y a des bancs, il y a des arceaux de vélo, que j'oublie, moi, des fois, mais il y a des arceaux de vélo, Philippe l'aurait très vite rappelé, sinon. Et puis, il y a aussi des poubelles qui apparaissent nécessaires, ici ou là, à proximité des squares. Ça, c'était inscrit, on ne le fait pas. Enfin, on ne le fait pas d'ici la fin de l'année. Donc, on peut récupérer les 50 000 € qui étaient prévus là-dessus. Même chose pour le square des Échassiers. Alors, on l'a particulièrement bien illuminé ces jours-ci. Néanmoins, faites attention, si vous êtes aveuglé par les belles lumières qu'il y a, le sol peut être quelquefois un peu glissant en cas de pluie. Donc, il convient de remédier à cette situation ô combien dangereuse. Pour ça, on avait inscrit 15 000 €. C'est pareil, on ne va pas le faire tout de suite, mais le plus tôt possible, parce que c'est une opération qu'il convient de faire. Donc, d'un côté, tout ce que je ne vais pas répéter les chiffres, on a un certain nombre de sommes en plus. On a 50 000 et 15 000 en moins, 65 000. Il manquait 8 300 qu'on récupère sur le fonctionnement. On trouve tout ça dans le tableau que vous avez reçu et que vous avez tous regardé dans le moindre détail, y compris l'ensemble des articles qui sont cités. Et donc, je vous propose de voter cette décision modificative qui nous permet de réaliser toutes ces opérations. Merci beaucoup, Monsieur Turcot. Je crois que Bruno Martin voulait ajouter quelques précisions pour le CCAS. Oui, je voulais rajouter, oui, Monsieur le maire, une petite précision sur le CCAS. Si effectivement on a moins dépensé cette année, ça ne remet pas en cause les financements pour les années suivantes. Si on a moins dépensé cette année, c'est qu'il y a un certain nombre d'actions qui n'ont pas pu être réalisées. Je vais prendre un exemple qui est un exemple un peu phare sur la commune, c'est le repas des anciens qu'on fait traditionnellement. Celui-ci, on ne l'a pas fait, donc pas de dépenses, donc pas de besoin de crédit pour 2020. 2021, on a bon espoir de pouvoir refaire un repas des anciens. Donc effectivement, cette somme-là sera nécessaire pour pouvoir avoir un repas des anciens qui correspond à l'attente des Lagordais. Donc voilà, donc on n'est pas dans de la diminution du CCAS en termes de moyens financiers pour développer les actions. On est effectivement dans une période un peu particulière. L'année prochaine, le CCAS aura la même affectation de moyens. Oui, merci Bruno. C'est purement conjoncturel, hein, au-delà de ma plaisanterie. Il est évident qu'on maintient bien évidemment le niveau de subvention du CCAS de façon permanente. Bien. Avez-vous des questions à poser sur cet aspect budgétaire? Donc l'an prochain, nous aurons le débat d'orientation budgétaire, le fameux DOB, au mois de janvier, et le vote du budget au mois de mars. Voilà. Donc on commence déjà, bien sûr, à travailler là-dessus. Commande publique de marché. Le premier, c'est Monsieur Bacle qui va le présenter, puisque ça concerne la maîtrise d'œuvre pour l'école maternelle. Oui, effectivement, donc un projet important qui, je rappelle, a déjà été présenté en bureau municipal, dont le détail avait été déjà expliqué, ainsi que la projection des plans prévus. Donc ce projet, donc, qui s'intitule Marché maîtrise d'œuvre école maternelle, donc, consiste à une description du projet, donc, et puis éventuellement après projection des plans avec l'aide de M. Briou. Donc 2 parties dans l'explication, une partie d'abord juridique qui est nécessaire de faire. Oui, c'est pas assez fort. Dedans. Je vais l'avaler. Ouais. Oui, je disais donc 2 parties dans la présentation, une partie juridique qui se doit de faire donc, au niveau d'un conseil municipal et une partie plus technique que je vais vous décrire. Donc, excusez-moi, mais je vais vous faire la lecture quand même de la partie juridique qui se doit d'être faite, je pense. Donc, vu le code de la commande publique, vu la délibération 2020 du 18 et 17 juin 2020
auquel donc, tout le monde de ce conseil municipal participait, portant délégation générale du conseil municipal au maire. Considérant que par délibération en date du 17 juin 2020, le conseil municipal a donné pouvoir au maire de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leur avenant lorsque les crédits sont inscrits au budget dans la limite au seuil de 90 000 € dans le cadre d'une procédure dite de marché de procédure à procédure adaptée. Bon, excusez-moi, c'est du détail juridique, mais il se doit de les rappeler en temps utile, notamment lors du conseil municipal. Ainsi, considérant que pour les marchés supérieurs à ce seuil, le marché doit soumettre le marché à l'approbation du conseil municipal, ce que nous faisons donc ce soir, considérant que les collectivités territoriales sont tenues de respecter les obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par le Code de la commande publique, donc, et là je rentre plus précisément dans le détail technique du projet, donc considérant que le besoin de réorganisation des locaux de l'école maternelle, et notamment l'aménagement du service périscolaire, de l'accueil périscolaire pour la rentrée 2021-2022, un marché de maîtrise d'œuvre a été lancé sous forme d'une procédure adaptée. Les plans sont déjà donc sous forme de slide. Cette consultation a été lancée le 22 octobre 2020 pour une remise des offres le 6 novembre 2020 à 12 h. Ainsi, après analyse des offres, les membres de la commission MAPA se sont réunis le 9 novembre 2020 afin de procéder au choix de la meilleure offre au regard des critères de sélection, et le candidat retenu est la société Arcabois. Alors, ce qui ne vous voyez pas, mais je vais vous le citer, donc plusieurs tranches sont donc nécessaires pour réaliser ces travaux et donc les études. Première tranche qui est la tranche ferme, qui consiste pour définir les coûts des deux phases afin de pouvoir prendre une décision. Cette phase-là est estimée à 49 000 € en TTC. Une tranche optionnelle 1 qui, elle, va faire l'étude de façon à regrouper les dortoirs dans un espace unique, regrouper les classes dans une certaine continuité, regrouper les salles du périscolaire et la salle de motricité, et créer la salle des professeurs sur la mezzanine existante. Cette étude-là est estimée à 32 500 € TTC, donc, qui devrait voir le jour en septembre 2021 pour une estimation de coût de travaux de 400 000 €. Tranche optionnelle 2, qui, elle, consiste à utiliser le Redan, qui, je vous le rappelle, se situe le long de l'avenue des Cigognes. Lorsque vous descendez l'avenue des Cigognes, il est sur votre droite où il y a un petit espace vert qui fait 180 m². Et cette étude-là donc prévoit effectivement création de salles de classe supplémentaires et de locaux administratifs, donc pour une étude de 73 000 €, pour une décision en février 2021 qui devrait conduire à des travaux de l'ordre de 900 000 €. En conséquence, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir prendre acte que le candidat retenu pour le marché maîtrise d'œuvre école maternelle est la société Arcabois. Autoriser monsieur le maire à passer, exécuter et régler ce marché. Et enfin, autoriser monsieur le maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. Et donc, à l'écran, monsieur Briot vous a mis donc ce qui avait déjà été présenté donc il y a un certain temps, les modifications de l'école maternelle et notamment de l'accueil périscolaire. Donc, je ne sais pas s'il faut les commenter ou monsieur Briot, vous les commentez? Non, vous ne voulez pas les commenter. On ne les commente pas. Voilà. Mais vous les avez à l'écran néanmoins. Et je rappelle qu'ils ont déjà été commentés et détaillés lors d'une séance précédente en bureau municipal. Oui, alors pour résumer, en fait, on se met en disposition pour la rentrée 2021-2022 parce qu'on a déjà une réouverture de classe qui est une bonne chose. Donc là, il s'agit déjà d'être un peu plus à l'aise pour les enfants et puis pour le corps enseignant et le personnel. Mais il faut rappeler que parallèlement, nous engageons une étude sur les effectifs scolaires à moyen terme et à long terme. Et là, nous aurons sans doute des décisions à prendre pour d'autres travaux supplémentaires, voire des créations de locaux. Étude d'ailleurs qui devrait être rendue très prochainement, enfin du moins on aura le choix à faire en début d'année pour statuer un peu sur avec quelle entreprise, quelle société on va et quelles décisions on prend par la suite. Donc moment important. Bien, merci beaucoup Gérard. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur ce sujet scolaire? Non. Je vous propose de voter. Qui vote contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Donc il y a un deuxième marché, c'est un vrai projet municipal, c'est le Lagor de 2040, on va dire.
et c'est pour l'élaboration d'un projet de ville. Et je vais passer la parole à Xavier Bèche. Merci, monsieur le maire. Effectivement, c'est une petite délit, mais comme vous l'avez dit, c'est pour un enjeu important sur l'avenir de l'Agor à l'horizon 2040. Je voudrais juste planter le décor pour expliquer, mais vous le savez déjà, on l'a souvent évoqué ensemble, pour expliquer dans quel cadre s'inscrit ce marché public. On peut dire que l'Agor a commencé sa mutation urbaine, mais c'est que le début. On est aujourd'hui la 4e ville de l'agglomération avec 7200, 7300 habitants sur 28 communes, mais c'est encore que le début également. On le voit avec les nombreux projets immobiliers qui sortent et qui sortiront dans les années qui vont venir. On estime que d'ici 3-4 ans, la population pourrait croître de à peu près 10%, et puis d'ici 10 ans, à peu près 20%. On le voit d'ailleurs sur le projet qui est le plus emblématique aujourd'hui, qui a commencé sur Atlantec, par exemple, où vous avez déjà une centaine de logements qui commencent à être réalisés. À terme, ça sera 330 logements, mais on a aussi le quartier de l'Ermitage et puis de nombreux projets un peu éparpillés sur toute la commune. Donc bref, un apport d'une nouvelle population, qu'on espère jeune aussi. Alors on ne fait pas de ségrégation anti-vieux, mais aujourd'hui, la commune de l'Agor, c'est 47% de personnes retraitées. Donc c'est bien, mais il faut également aussi une population active qui ne peut plus se loger malgré les logements sociaux ou l'accession abordable qu'on réalise de plus en plus sur notre territoire, mais qui ont quand même du mal à se loger au regard d'un marché tendu du fait de notre proximité de La Rochelle, de la ville de La Rochelle. Ça c'est un premier point sur le fait de planter mon décor. On a aussi effectivement sur notre commune de nombreux équipements, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, que ce soit des commerces, que ce soit des espaces verts. Mais au regard de ce que je viens de dire, de cette future évolution démographique, seront-ils suffisants demain pour pouvoir justement accueillir et faire vivre de manière la plus fluide, la plus efficace qui soit notre population? Puis il y a un autre point aussi, on l'a souvent évoqué d'ailleurs pendant la campagne, mais aussi entre nous lors de débats, c'est la morphologie même de notre territoire au regard de ses frontières. On a déjà un territoire communal qui est traversé par une rocade et qui scinde certains quartiers. On a pourtant 5 quartiers qui fonctionnent bien, mais est-ce qu'ils communiquent entre eux? On a un problème aussi de centralité. Où se situe le centre-bourg? C'est à la mairie, c'est la place du marché aux oiseaux. Est-ce que c'est un centre-ville? Est-ce qu'il y a des centres-bourgs? Est-ce qu'il y a des lieux de rencontre? Voilà, toutes ces questions fait que, à un moment ou à un autre, il a fallu se poser une question sur ce qu'on voulait vraiment, sur le devenir de l'Agor à l'horizon 2040, comme ça a été évoqué en introduction par Monsieur le maire. Et la réflexion avait déjà été engagée par l'équipe municipale précédente, mais on a voulu pousser aujourd'hui avec cette nouvelle mandature le bouchon un peu plus loin pour engager une réelle réflexion sur toutes les thématiques que je viens d'évoquer, en engageant à travers un marché public, un appel d'offres qui fait l'objet de ces délibérations, une étude globale sur ce territoire qui se déroulerait selon 3 phases. Tout d'abord avec un état des lieux, c'est-à-dire avoir une connaissance partagée de tout ce qui existe sur notre territoire. On connaît chacun un petit bout de ce qui se passe sur notre territoire, mais de pouvoir faire un véritable état des lieux de ce qui existe, ça nous permettra aussi de poser les bases de cette réflexion. Une deuxième phase dans cette étude serait un diagnostic, c'est-à-dire d'essayer de mettre en valeur les atouts et également les besoins qu'il y a sur cette commune, de tous ordres, que ce soit en matière de culture, en matière sociale, en matière d'habitat, en matière d'évolution démographique, j'en ai parlé tout à l'heure, de commerce, et excusez-moi si j'oublie des thématiques pour certains collègues qui ont des délégations. Et puis une dernière phase, mais c'est le propre à toutes les études, c'est une élaboration de propositions d'action, de stratégies, pour que, à l'issue de cette étude, les résultats servent nous servent pour mener une vraie politique demain et de mettre en place une vraie stratégie pour le développement d'un projet de notre commune sur les années à venir, mais que ça soit aussi bien à court terme, à moyen terme qu'à long terme. Donc, merci, Bruno, c'était prévu. Un des axes majeurs de cette étude, elle ne doit pas être hors sol. C'est pour ça que on a mis dans le cahier des charges de cette étude la volonté d'une participation citoyenne très forte, afin de pouvoir justement mesurer les besoins et d'y répondre de manière la plus efficace qui soit. Donc c'est vrai que là, c'est une des conditions majeures dans cette étude, que la population soit concertée au fil de l'eau pour pouvoir justement évaluer ses besoins et y apporter, si on peut, les réponses nécessaires. Une étude qui se déroulerait sur 12 mois environ, qui commencerait début 2021.
On a budgété environ 90 000 euros hors taxes. Et donc, il vous est proposé ce soir d'autoriser Monsieur le maire à passer à exécuter et régler ce marché qui s'appellera élaboration de projet de ville, et l'autoriser également à signer tout document qui se rapporte à ce dossier. Voilà, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Xavier. Voilà, tout est dit. Donc, c'est dessiner la ville de demain dans un contexte de participation citoyenne approfondie, qui est une co-construction qui se fasse avec les Lagordais sur des objectifs à moyen terme et à long terme. Si vous voulez vous exprimer, vous avez la parole, bien évidemment. Donc, pas de demande d'intervention. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé entre nous auparavant. Donc, je vais proposer de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, tout le monde est pour. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Bruno Martin pour 2 délibérations de ressources humaines. Deux délibérations simples, c'est des délibérations qu'on retrouvera quasiment à chaque conseil municipal au niveau de l'évolution de l'effectif des agents municipaux. La première délibération, je vais les passer l'une après l'autre et on passera au vote l'une après l'autre, comme ça permettra de les présenter clairement. Donc là, il s'agit de la création de postes d'animateurs périscolaires polyvalents à temps non complet, 25-35e de temps. L'origine, il y a eu une mobilité interne au niveau des agents municipaux au 1er novembre, et il s'agit là de remplacer effectivement la personne qui est partie sur un autre poste. Donc la collectivité a un poste d'animateur vacant à 25-35e de temps à pourvoir. Ce poste existe au tableau des effectifs avec le grade d'adjoint d'animation, mais il est proposé de créer des postes de grade supplémentaires, celui d'adjoint d'animation principal de 2e classe et d'adjoint d'animation principal de 1re classe, soit 2 postes. Clairement, ça ne veut pas dire qu'on va créer 3 postes demain et qu'on va remplacer la personne plus de 2 autres postes, mais il est possible, dans le recrutement, qu'on trouve quelqu'un qui soit sur une qualification ou sur un grade différent. Donc, ça nous permet effectivement de procéder au recrutement sans être obligé de repasser en conseil municipal, parce que la personne n'a pas le poste ou le grade correspondant à ce qu'on recherchait précédemment. Il est clair que lorsque la personne sera recrutée, les 2 postes créés ou le poste existant seront supprimés pour diminuer effectivement l'effectif et le tableau des effectifs. Donc il est proposé au conseil municipal de bien vouloir créer des postes d'animateurs périscolaires polyvalents selon les modalités désignées ci-dessus, et afin d'assurer la publicité et les vacances des postes auprès du centre de gestion, de modifier en conséquence le tableau des effectifs et d'inscrire au budget les crédits nécessaires à la rémunération des agents concernés et aux charges sociales s'y rapportant. Voilà, monsieur le maire. On traite les 2 délibérations en même temps, peut-être? Comme tu veux. Si vous voulez bien. Allez, on y va. Donc l'autre poste, il s'agit d'un poste ou de poste d'agent d'entretien des espaces verts au grade d'adjoint technique et au grade d'adjoint technique principal de 2e classe. L'origine de ces créations, c'est la mutation d'un agent au 1er janvier 2001. Il y a un agent qui va partir des espaces verts, qui va être muté sur une autre commune, sur un autre département. Donc la collectivité a un poste vacant d'agent d'entretien des espaces verts à temps complet à pourvoir à compter du 1er janvier. Ce poste existe au tableau des effectifs avec le grade d'adjoint technique principal de 1re classe. Il est proposé de créer des postes avec des grades supplémentaires, celui d'adjoint technique et d'adjoint technique principal de 2e classe, c'est-à-dire 2 postes comme précédemment. Ces postes pourront également être occupés par des contractuels si le recrutement d'un fonctionnaire fait défaut. Cette diversité de grades permet d'avoir un panel de candidats le plus large possible pour pouvoir le poste. Les postes créés qui ne seront pas utilisés seront supprimés lors d'un prochain conseil municipal afin de ne pas augmenter de façon exponentielle le tableau des effectifs. Voilà, monsieur le maire. Très bien. Sur les 2 délibérations, est-ce qu'il y a des questions particulières? Non, je n'en vois pas. Donc, on va voter séparément malgré tout sur la délibération numéro 6, qui est la création d'un poste d'animateur périscolaire polyvalent. Qui vote contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Et pour la délibération numéro 7, qui est la création d'un poste d'agent d'entretien des espaces verts. Qui vote contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour.
Oui, Bruno. Monsieur le maire, oui, je voulais juste rajouter que vous avez la récapitulation du tableau des effectifs, hein, comme on le fait pour chaque conseil municipal joint à la délibérée. Oui. J'ai oublié également de préciser qu'à la suite de la délibération de décision modificative présentée par M. Turcot, il y a un registre à signer, comme pour toute décision d'ordre financier. Voilà. Bien, après les ressources humaines, la voirie, domaine public, Philippe Guinoard va nous présenter 3 délibérations. Oui, merci, monsieur le maire. La première chose concerne une convention avec l'entretien des espaces verts de la voirie sur les zones d'activité de la commune, concernant notamment l'avenant numéro 22, puisqu'en fait cette convention existe depuis 2003, hein, qui a été signée entre la CDA et la commune de Lagor, puisque la CDA a pour compétence l'entretien de tous les espaces des zones d'activité, mais pour autant, elle délègue l'entretien courant aux communes. Donc, on a en charge cet entretien courant, et compte tenu de l'évolution des projets qui apparaissent sur les différentes zones d'activité, des greffières et Atlantec essentiellement, il y a nécessité de régulièrement, chaque année, et éventuellement à chaque changement, de faire un avenant sur les quantités des travaux à suivre, le type des matériaux à traiter, etc. Donc, c'est l'objet de cet avenant numéro 22, notamment concernant la remise de gestion d'entretien de la commune d'une partie du parc d'activité des greffières, suite à différentes réalisations sur ce secteur et la fin des périodes de garantie. Et en deuxième part, c'est les modifications et des rajouts des prestations concernant les espaces verts et les infrastructures sur le parc des greffières. Ah oui, pardon, je me suis trompé. Le premier, c'était sur Atlantec, et le deuxième, c'est sur le parc des greffières. Sur la partie Atlantec, puisqu'on s'est rétrocédé au niveau du traitement à la commune, la CDA donc participe aux frais financiers d'entretien de ces espaces. Et donc, pour l'ensemble de traitement d'Atlantec et des greffières, eh bien, on aura une participation financière à hauteur de 66 180 € pour pouvoir traiter l'entretien de ces espaces à compter du 1er janvier 2021. Donc, il est proposé au conseil municipal d'autoriser, monsieur le maire, donc, à signer l'avenant numéro 22 de la convention d'entretien des zones d'intérêt communautaire. Merci beaucoup, Philippe. Donc, la question qui va venir après, c'est comment on va faire. Donc, on a en ce moment toute une démarche d'audit, hein, je crois, qui va nous permettre de répondre peut-être à la question. Voilà, c'est ça. Et puis d'essayer de voir avec la possibilité de s'associer avec des entreprises supplémentaires, telles que des brigades vertes, comme on a pu avoir une année, enfin les années précédentes, pas l'année dernière, mais les années précédentes, pour pouvoir subvenir à la surcharge que va apporter bien évidemment tous ces traitements des espaces verts et de la voirie, quoi. Voilà. Voilà, parce que pour faire simple, la CDA entretenait avant, elle a calculé que ça coûtait environ combien? 63 000 66 000 €. 66 000. Et du coup, maintenant, rétrocession, elle nous donne 66 000 par an et on se débrouille. Et on se débrouille avec, oui. Alors c'est soit on recrute, soit on fait appel on externalise. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions à poser? Non? Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Avis favorable? Très bien. Merci. Et la deuxième, c'est quelque chose qui est très attendu par les riverains de cette rue, c'est la rue du Fief de Maran. Oui, voilà, la rue du Fief des Marans, qui est une rue, en fait, limitrophe avec la commune de Puylleboro. Elle est quasiment dans la continuité de la rue de la Descendrie. C'est je dirais, un secteur qui est très, très, très utilisé comme un parcours malin pour aller de Lagor à l'espace commercial Beaulieu, pour éviter les embouteillages de la rocade et des trafics très encombrés. C'est une voie qui est très étroite au jour d'aujourd'hui, qui n'a pas de trottoir, qui a très peu d'éclairage. On a des difficultés de se croiser au jour d'aujourd'hui. Enfin bon,
Il est prévu depuis déjà un certain temps qu'elle soit requalifiée. Il y a eu différents éléments qui ont fait retarder l'avancement du projet. Ça y est, maintenant, on est décidé à avancer sur ce projet-là. Il y a eu déjà des rencontres entre les techniciens des deux communes, Pulboro et Lagor, pour avancer sur le projet, qui aura pour objectif de créer notamment une piste cyclable bidirectionnelle, l'aménager des trottoirs et d'aménager aussi on va dire des chicanes qui vont limiter la vitesse de circulation sur ces endroits-là, parce que effectivement les voitures roulent relativement vite. Donc il a été décidé qu'on travaille avec le syndicat départemental de la voirie pour ces études et travaux. Et donc le syndicat départemental de voirie nous propose donc une convention tripartite entre la mairie, la commune de Lagor, la commune de Pulboro et les syndicats de voirie. Concernant notamment les travaux et la réalisation des travaux de chaussée, de voirie, etc., avec le maintien au maximum des espaces verts, des arbres présents sur le site, pour un montant donc global estimé à 300 000 € hors taxe, sur globalement une surface de traitement de 5 500 mètres carrés. Donc voilà. Il y a une deuxième convention aussi qui est proposée par le syndicat départemental de voirie, c'est le géoréférencement des réseaux qui vont être enterrés à cet endroit-là. Donc pareil, aussi une convention tripartite avec la commune de Lagor, Pulboro et le syndicat de voirie pour un montant global de 4 280 €. Donc bien évidemment, ces sommes seront partagées à 50% entre la commune de Lagor et la commune de Pulboro. À cela, il faudra aussi rajouter des dépenses complémentaires qui ne sont pas prévues. Je me tourne vers notre ministre des Finances. C'est le réseau d'éclairage public qui est défaillant actuellement. Il y a un seul candélabre à l'entrée de cette rue, et après il n'y a plus rien. Donc il faudra prévoir en plus de ces dépenses le réseau d'éclairage qui sera, on mandatera pour ça le SDER, et donc avec des montants de travaux qui seront estimés et partagés avec la commune de Pulboro. Juste pour vous situer, enfin, si vous n'avez pas repéré où était vraiment cet endroit-là, mais ça longe à peu près, presque, c'est parallèle à la 4 voies, enfin à la rocade, et ça va rejoindre notamment principalement la piste cyclable par la rue Corneille de Pulboro, qui rejoint quasiment Marius Lacroix. Donc on va rejoindre le fief de Maran, qui va rattraper par un tracé sur la chaussée la rue de la Descendrie pour rejoindre la rue des Grontières et rattraper l'axe principal qu'on est en train de terminer entre La Rochelle, Lagor et Nieul, voire même à terme la passerelle qui va enjamber la rocade. Donc c'est un élément important qui fait une continuité de piste cyclable qui au jour d'aujourd'hui aboutissait à rien. Et donc voilà, donc là on aura une continuité de piste cyclable, ça me semble important. Donc voilà, pour ce qui est de ces travaux qui vont démarrer dans l'année 2021, voire même se terminer dans l'année 2021, il est demandé donc au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer les conventions avec le syndicat départemental de voirie pour pouvoir engager ces travaux. Ben, c'est parfait. Et puis je pense que c'est la mairie de Pulboro aussi qui va être contente. Et je crois que la mairie de Pulboro a déjà signé la convention, donc il ne reste plus que nous. Voilà. C'est parfait. S'il y a des questions par rapport à cette voirie? Non. Donc je vais passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc tout le monde est pour. Merci beaucoup. Et c'est Monsieur Guinoir veut déplacer une canalisation rue des Cerisiers, alors qu'il y a déjà plein de travaux. Il y a déjà la requalification de la rue des Cerisiers. Je pense que vous avez tous vu ces travaux. On dit la rue des Cerisiers, mais ça concerne aussi la rue des Cigognes, qui démarre de l'espace commercial des oiseaux de mer
et qui va remonter jusqu'à la rue du Verger. Cet ensemble-là est totalement requalifié. Et dans le cadre de ces travaux, il y a eu nécessité de déplacer une canalisation d'eau potable pour pouvoir maintenir dans le projet la plantation d'arbres qui était prévue. Et comme je dirais, les réseaux souterrains sont très encombrés à cet endroit-là, il y avait nécessité notamment donc de déplacer cette canalisation d'eau d'un diamètre de 250 mm et d'une longueur de 340 mètres, voilà pour le détail. Montant d'estimé des travaux, c'est 50 000 euros qui feront partie, je dirais, du marché déjà global avec l'entreprise Colas. Ces travaux seront réalisés par Audi7 et donc Audi7 propose donc une convention pour pouvoir réaliser ces travaux qui concernent principalement donc tous les aspects techniques, administratifs et financiers. Donc voilà pour ce qui est de cette dernière convention. Et donc il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents permettant de réaliser ces travaux qui rentrent dans le cadre du projet de réqualification de la rue des Cerisiers. Dont les travaux pourraient se terminer à l'été 2021, donc si tout va bien, pour l'instant il n'y a pas de retard, même s'il y a eu des décalages dans l'avancement des tranches. Au jour d'aujourd'hui, dans l'état d'avancement du projet global, il n'y a pas de retard. Actuellement, on est en train de terminer un côté un peu particulier qui est le carrefour avec l'avenue de Lagore et les premiers accès de l'école. Donc voilà, et qui a été un petit peu décalé par rapport à ce qui était prévu parce qu'il y a eu un changement de période de congé de l'entreprise qui a réalisé les travaux, donc c'est un peu décalé pour maintenir l'avancement du chantier. Voilà, tout se passe plutôt bien sur ce chantier. Avec, si vous avez pu voir, donc déjà la première tranche terminée, la deuxième tranche quasiment terminée, hormis le revêtement de chaussée, mais tout ce qui est trottoir, pistes cyclables, stationnement, etc. Donc vous pouvez aller voir, c'est assez réussi, quoi. Merci beaucoup et j'en profite puisqu'on a beaucoup de retours de Lagordais qui s'inquiètent ou qui s'étonnent que le Chaucidou, la piste cyclable sur la rue de Lagore, ait été effacée. Donc je sais, Philippe, que tu as toutes les réponses à ça, donc on va bien expliquer en direct quel est le but de l'opération. Alors effectivement, le Chaucidou a été effacé sur l'avenue de Lagore. Parce qu'en fait, on réfléchit effectivement à travailler différemment et à donner un accès différent aux cyclistes sur cette avenue de Lagore. Et on va vraisemblablement proposer de tracer un Chaucidou de chaque côté de l'avenue de Lagore. Au jour d'aujourd'hui, il n'y avait qu'un seul côté. Et de l'autre côté, vous aviez une piste cyclable partiellement sur le trottoir en commun avec les piétons. Piste cyclable mal positionnée, puisque juste à la sortie des propriétés. Donc ça pouvait être embêtant pour les gens quand ils sortaient de leur propriété de croiser des cyclistes qui circulaient. Donc voilà, l'idée c'est aussi l'avenue de Lagore est un axe très utilisé, qui est quasiment rectiligne d'un bout à l'autre, et sur lequel les gens roulent relativement vite. Donc, vous pourrez remarquer, je l'ai vu ce soir, il y a déjà eu un petit tracé, alors je ne sais pas comment on appelle ça, un petit tracé de ligne toute fine, blanche, qui localise le futur tracé du Chaucidou de chaque côté. On peut s'apercevoir qu'avec ces deux tracés-là, quand on est cycliste, je l'ai emprunté tout à l'heure, on est bien à l'aise. Par contre, quand on est automobiliste, puisqu'elle m'a doublé Joe Picard en venant ici tout à l'heure, il reste peu de place au milieu, donc ça va inciter largement, je pense, les voitures à ralentir en présence de cyclistes lorsqu'on va tracer ces deux Chaucidou. Ça fait partie aussi, je dirais, de l'intérêt d'avoir tracé ces Chaucidou sur l'avenue de Lagore. Voilà. Merci beaucoup.
Et donc, ça va être tracé début en janvier 2021. D'accord. Il n'y a pas d'autres questions particulières sur ces sujets de voirie? Non. Donc, je propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Parfait. Merci beaucoup, Philippe. Les deux derniers chapitres concernent l'urbanisme. Je vais présenter la première délibération qui est un avenant à la convention opérationnelle relative à la surveillance et la maîtrise foncière sur la commune de Lagor. Ouf, une fois qu'on a dit ça, tout ça paraît bien technique et bien mystérieux. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous préparer? En fait, je vais essayer de situer ça dans le contexte. Lorsque nous avons construit dans la dernière mandature le PLUI au niveau de l'agglomération, on avait beaucoup d'impératifs, mais on avait deux impératifs importants. C'est la non ou la faible consommation d'espaces agricoles ou naturels. Depuis même, ça a évolué puisque c'est zéro artificialisation nette, ce qui va tout à fait dans le bon sens. Mais en tout cas, on avait déjà dans le PLUI largement entamé les choses, puisque s'il n'y avait pas eu de PLUI et qu'on avait additionné tous les PLU des communes, on aurait consommé environ 1500 hectares de terrains agricoles ou naturels en plus. Et en fait, on a réduit à 450-500, donc on l'a divisé par 3. C'était la première chose. La deuxième chose, c'était de ces hectares quand même accordés à construire, où est-ce qu'on les mettait? Et on a décidé de les attribuer majoritairement sur la première couronne de La Rochelle. Pourquoi? Parce que l'évolution démographique faisait que La Rochelle et même des communes comme la nôtre, et la nôtre c'est objectif, perdaient de la population au profit de communes beaucoup plus périphériques, très éloignées, qui avaient des taux de 2,5-3%, voire plus, de croissance. Et c'est évident que c'est le prix du foncier qui forçait ces jeunes ménages actifs à partir loin. Donc c'était double peine, parce que c'est deux véhicules, c'est l'éloignement des services, parce que la plupart du temps, le travail, leur emploi se trouve sur La Rochelle, sur la première couronne. C'est bien sûr de la pollution, mais aussi c'est des trajets incessants. Et le choix n'était pas laissé aux jeunes familles d'habiter sur La Rochelle, sur la première couronne. On a voulu inverser cette tendance. Donc, parmi les hectares à consommer, une vingtaine d'hectares ont été attribués à chaque commune de la première couronne, que ce soit Étré, Périgny, Pulboro et Lagor. Pour ce qui nous concerne, on est tout près de cette zone ici, dans la salle polyvalente, puisque ça s'étend de la salle polyvalente à la déchetterie. Déchetterie qui, d'ailleurs, devrait partir en 2023 ou en 2024. Sur ces 20 hectares, on avait déjà la maîtrise foncière d'une grande partie de la zone sud, puisque l'ancien maire, M. Douard, avait sans doute bien senti que, de toute façon, l'expansion de la commune se ferait de ce côté-là, et donc il avait déjà acquis pour la commune une grande partie de ces terres. Il en reste à acquérir, sachant, précision quand même importante, c'est que cette zone de 20 hectares a été divisée en deux catégories. Une zone sud 1AU, là où on a la maîtrise foncière qui est immédiatement disponible pour l'urbanisation, et donc dont on détient à peu près 85%, et au-dessus une dizaine d'hectares d'une zone 2AU, c'est-à-dire urbanisable dans le futur, secondairement, en fonction de l'évolution de la première urbanisation. Il se trouve que les consignes de l'État sont maintenant zéro artificialisation nette, c'est-à-dire qu'il faut laisser les terres agricoles au naturel en l'état et ne pas continuer à grignoter dessus, ce qui à mon avis va dans le bon sens. Je pense qu'Anne-Laure est d'accord. Et du coup, nous ne savons pas du tout si un jour cette zone 2AU sera exploitable. Et peut-être qu'il faudra y renoncer. Et nous en aurons à délibérer ensemble dans les mois et les années qui viennent. Mais malgré tout, pour lutter contre la spéculation, et pour pouvoir assurer ensuite un devenir qu'on aura choisi pour ces terres, qu'elles soient construites ou pas construites, il faut les acquérir.
Et donc, c'est pas l'établissement public foncier qui peut faire ça, parce que l'établissement public foncier travaille sur les zones urbanisées. Et c'est donc une convention qui est avec la SAFER, hein, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Nouvelle-Aquitaine, donc qui préempte les terres, qui négocie avec les agriculteurs pour les acquérir. La convention actuelle se terminait le 31 décembre 2020. Donc là, il s'agit d'un avenant d'un an jusqu'au 31 décembre 2021 pour finir d'acquérir les 15% qui nous restent à acquérir sur la zone sud, un AU de 10 hectares dont on possède 85%. Dans tous les cas de figure, si c'est la puissance publique qui acquiert les terres, ça nous permet d'éviter la spéculation immobilière, ça nous permet ensuite de dessiner des projets conformes à l'intérêt général et pas pour des intérêts privés. Voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet. Est-ce que vous avez des questions particulières à poser? Alors sur ce secteur, il y a dans le PLUI une orientation d'aménagement et de programmation. C'est un nom un peu barbare, mais qui dessine un petit peu des grandes lignes de ce qu'on avait voulu mettre dedans. Donc il est possible que dans la nouvelle future modification du PLUI qui devra intervenir d'ici 1 an et demi, 2 ans, peut-être que par raison, je ne sais pas, on en discutera, on soit amené à rétrécir cette orientation d'aménagement et de programmation juste à la surface 1 AU, de telle manière qu'elle soit cohérente si jamais l'autre partie n'était jamais urbanisée. Bon, c'est un peu compliqué, mais voilà, je pense que tout le monde a compris certainement que c'est important. Si vous n'avez pas de questions particulières, je propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Et puis, monsieur Xavier Bèche veut faire l'acquisition d'une parcelle rue de l'Ermitage. Merci, monsieur le maire. Oui, tout à fait. Alors, l'acquisition d'une partie, oui, d'une parcelle, c'est un sujet qu'on avait déjà évoqué à plusieurs reprises. Hein, c'est une délibération assez technique. Hein, une parcelle qui est située, qui a été achetée récemment par un particulier pour une occupation principale au 71 rue de l'Ermitage. Et on a besoin de la pointe de cette parcelle qui représente 240 mètres carrés simplement pour pouvoir créer une desserte qui permettrait de justement desservir, comme son nom l'indique, un projet immobilier qui se réaliserait à côté. Donc on a pu négocier avec le particulier qui vient d'acheter cette parcelle, parce qu'au départ il était prévu qu'on préempte la parcelle dans sa totalité si on ne pouvait pas négocier avec le propriétaire qui se portait acquéreur. Ça a pu être fait par les services techniques facilement. Enfin, facilement. Ça a été fait, en tout cas, très bien. Et donc, il est proposé d'autoriser monsieur le maire à se porter acquéreur de cette pointe de 240 mètres carrés pour un montant de 10 000 € et hors frais annexes de bornage ou les frais notariés, et de signer tous les documents s'y afférents. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup, Xavier. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur ce sujet? Non, je n'en vois pas. Je propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur tout sujet divers et variés? Non, donc c'était le dernier conseil municipal de l'année. Après le conseil, nous n'aurons pas, par définition, de questions du public, puisque malheureusement c'est à huis clos, et j'espère que nous pourrons vite avoir du public. Le travail des élus continue, hein, on n'est pas encore en vacances, mais malgré tout, avant de vous souhaiter de bonnes fêtes, je voulais vous dire que vous avez pris vos fonctions dans un contexte particulièrement difficile. Même les anciens que je commence à être n'ont jamais connu ça, et on a connu ça, et vous avez connu ça comme baptême du feu. Et je pense que c'est frustrant pour des nouveaux élus de ne pas pouvoir donner pleine puissance à leur action, mais vous avez quand même tenu le coup, vous avez travaillé, il y a beaucoup de choses qui sont chantier. Je voulais vous remercier et puis vous dire tout le plaisir que j'ai de travailler avec vous. Et puis par ailleurs, je voudrais dire aux personnes qui nous regardent que dans le bulletin municipal auparavant, il y avait le mot de l'opposition. Il n'y a pas d'opposition, mais pour autant, nous avons gardé cet espace vierge. Comme il a été déjà rappelé, vous pouvez poser n'importe quelle question et on essaiera d'y répondre. Je crois que dans le prochain magazine, c'est un
un Lagordais qui nous interpelle sur les problèmes de stationnement. Et voilà, c'est une rubrique qui sera ouverte à tout le monde et même à ceux qui veulent mettre un peu de poil à gratter pour la municipalité. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous répondra. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée.